Bonjour. Alors, il y a des visages que l'on retrouve avec grande joie, d'autres que l'on Bonjour. Bonjour. découvre, qu'on est en train d'admettre un petit peu tout le monde. N'hésitez pas, mesdames, à nous faire un petit coucou dans le chat, à nous dire dans quelle région vous êtes, si on se connaît, si on se rencontre. Voilà, nous, ça nous permet, au-delà des visages, d'avoir les histoires qui vont avec. Hélène, les relations mère-fille qui nous animent tant. Eh oui, je pense Comment que on se on raconte passe ça? une vie à pacifier tout ça. Mm. Même si ça se passe relativement bien, il y a toujours des petites choses qui viennent de nous titiller. Euh, En fait, la mère est la fille d'une grand-mère, etc., etc. Donc, il y a toujours, derrière le mot mère ou maman, il y a toujours une relation qui a été travaillée ou pas, pacifiée ou pas. Donc, nous, en tant que fille de notre mère, on hérite de ces relations qui ont pu être compliquées, douces, joyeuses, harmonieuses et autres. Donc, il va y avoir une habitude aussi qui peut s'installer dans certains clans à vivre harmonieusement avec la maman ou pas. Hein, il y a des habitudes comme ça. Donc, c'est pas non plus une imitation obligatoire, mais derrière le mot fille, il y a automatiquement l'image d'une maman. Si on dit fille, on pense à la mère. Comment elle a éduqué cet enfant, comment elle arrive à, à s'insinuer dans la vie de la fille. Il y a toujours cette notion-là derrière le mot fille. Une mère qui accouche d'une fille, elle se reproduit entre guillemets à l'identique. En fait, souvent, elle croit. En fait, on est tous très différentes et c'est ça la problématique. C'est dans cette notion de dissemblance que peut-être certaines tensions peuvent se mettre à jour. La maman pense que sa fille va réagir de la même façon qu'elle. Et bien souvent, elle oublie que la fille est une autre personne avec des gènes du papa, de la lignée paternelle et d'autres femmes que la lignée maternelle. Toute la lignée paternelle, il y a des mères, il y a des grands-mères, il y a des tantes, etc. Et nous, on est donc au carrefour de ces deux lignées. Donc ça, c'est intéressant parce que bien souvent, il y a des personnes qui me consultent, par exemple, en disant, je viens travailler le maternel, la relation mère-fille. Et on part automatiquement avec la consultante sur la lignée maternelle. Et en fin de séance, souvent, je dis, alors maintenant, on va s'occuper des femmes du clan paternel. Dans le transgénérationnel, il y a des femmes dans le clan paternel et qui ont laissé beaucoup d'impact. C'est peut-être aussi ce qui peut heurter certaines mamans d'ailleurs, qui voudraient bien garder leur fille pour elles. Voilà. Donc ça, c'est important de faire ce pas de côté. On n'est pas identique et on ne doit en aucun cas reproduire tout ce qui a été fait du côté de la mère. Euh, Ça me, alors, ça me vas-y, fait penser vas-y. ça me fait penser à cette expression d'une maman que j'entendais l'autre jour qui disait, ma fille, c'est un mini-moi. Oui. Mini-moi. Et je me disais, mince, Oh euh, là là, voilà, oulala, on en reparlera. Mais c'est un petit peu pour illustrer ce que tu disais. appropriation. Oui, 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 Absolument. oui, Oui, oui. l'appropriation. Oui. Mm, mm. Euh, D'ailleurs, on s'aperçoit que, en fait, la mère peut être plus exigeante avec sa fille qu'avec son fils. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui échappe quand il y a un garçon. Euh, pour la fille, il va y avoir ce côté, oui, mon petit moi, elle est comme moi, elle me ressemble. Donc, du coup, les mêmes réactions, les mêmes émotions peuvent être là. Euh, il y a aussi ces transmissions inconscientes, comment sont vues les polarités masculines et féminines. En tant que fille, comment je suis accueillie? Est-ce que ma mère aurait voulu un garçon? Hein. Mm. Ce matin, j'avais une consultation et à cette personne, la maman a dit j'attendais l'autre sexe, mais je t'aime, je t'aime.
Voilà, hein. Donc ça peut être ça aussi, attendu comme fille. Est-ce que ça a été le cas pendant toutes les 9 mois de la grossesse? Ou est-ce qu'il y avait un désir de l'autre sexe et du coup, nous, on déçoit en arrivant comme fille? Comment la maman va gérer cette déception, le papa aussi? Et puis, comment les rôles de femmes sont positionnés dans les couples, dans les générations au-dessus? Le maternel est bien vu? Est-ce que le maternel est étouffant? Est-ce que le maternel laisse libre? Ou est-ce qu'il y a besoin d'un tiers séparateur? Et est-ce que le tiers séparateur a été nommé le père? Hein, Mm. derrière toutes les relations mère-fille, ben, il y a le père présent, absent, à qui on donne de la place. Et est-ce qu'il prend de la place? C'est intéressant ce que tu dis, Hélène, sur le père comme un tiers séparateur. On peut prendre un peu de temps là-dessus parce que c'est important d'avoir la conscience que nous, on parle de la mère et de la fille, mais il y a évidemment un père, ou il n'y en a pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y a l'archétype du père qui est présent, même dans un duo. Et effectivement, il a une fonction importante Oui, pour les duos de mère-fille plutôt fusionnels, d'être un tiers séparateur. Et c'est pour ça qu'il a son rôle à jouer aussi. Mm. oui, oui. Mm. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment la solution, le père. C'est Ouais. lui qui va projeter vers l'extérieur, qui va s'immiscer dans le duo mère-fille. Et la mère, il faut qu'elle accepte aussi de se séparer, de se distancer de son bébé. Donc, il va y avoir peut-être une période de flou, hein, quelquefois, plus ou moins longue, et quelquefois qui dure beaucoup plus longtemps que prévu. La mère a-t-elle présenté le père au fœtus? Est-ce elle l'a nommé tout au long de la grossesse? Est-ce qu'elle a donné une place dans les accompagnements avec la sage-femme, avec des thérapeutes, etc. Et durant cette période, il y a des scientifiques qui se sont aussi positionnés sur la place du placenta. Le placenta va être issu des gènes paternels. Dans la symbolique, c'est le père qui prend place dans le ventre de la maman, entre la maman et le bébé. Dans le sens où on va dire que le placenta, il trie les aliments, il trie tous les toxiques, tous les toxines, et il va empêcher que la maman, eh bien, puisse éventuellement donner du mauvais au bébé, hein, par son alimentation, par son attitude, par ses émotions, etc. Donc, en fait, il y a des scientifiques qui ont prouvé que le placenta était essentiel justement dans la bonne santé du duo et du bébé. Il empêche que la maman puisse éventuellement intoxiquer l'enfant. Donc ça, c'est intéressant dans la symbolique beaucoup plus large, parce qu'une relation mère-fille peut être toxique, en effet. Et si le papa a été évincé, peut-être à l'image de ce qui s'est passé dans les générations au-dessus, ben, il va y avoir cette répétition à ce niveau-là. Et la fille a besoin du regard paternel pour aller plus loin hors du cocon maternel et familial. Mm. Mm. Tu parlais aussi par moment de la problématique dans la relation mère-fille, de l'inversion des rôles qu'on peut déceler dans certaines familles. Oui, oui. Mm. Alors ça, on l'a souvent dans notre clan, au niveau des grands-mères, arrière-grand-mères. Les filles aînées ont bien souvent aidé les mamans. Alors ça existe aussi encore, hein, dans les grandes fratries, hein, dans les fratries très nombreuses, où les aînés prennent en charge les petits. Bien souvent, on dit, les petits derniers disent, c'est ma deuxième maman. Voilà. Et quelquefois, c'est des enfants qui deviennent des femmes et qui ont été parentifiés avant l'âge, qui ont été dans des rôles un petit peu lourds de maman. Et soit elles se marient et n'ont très peu d'enfants, soit elles ne veulent pas d'enfants parce qu'elles en ont déjà élevé. Il y Mm. a le cas aussi où, par exemple, le papa part et la maman, eh bien, elle va s'appuyer sur sa fille en tant que confidente, par exemple. Ça peut être une maman qui est malade et la fille prend en charge
un petit peu, bah, l'entretien de la maison, les repas. Et ça peut être aussi, beaucoup plus lourd pour elle, hein, en termes de soins à la maman, par exemple. Donc, ces rôles-là vont, venir, bousculer un petit peu, l'ordre des choses. En fait, ces enfants-là ne vivent pas leur enfance. Elles sont matures et adultes avant l'âge. Oui, l'enfant est adultisé en fait. Si c'est une fille aînée, Ouais, quand on ouais, parle de filles, mettons sur une famille nombreuse, la fille aînée va se retrouver avec un rôle très très maternant pour la fratrie. Et oui, effectivement, on peut retrouver des jeunes filles qui ont 17, 18 ans, hein, qui vont dire, ah non, mais moi, bah, moi c'est bon, oui, j'ai donné, quoi. Je sais ce que c'est. Et ce sont oui, des personnes en général qui développent des qualités très responsables, oui, à un degré vraiment très oui. important. Mm. Oui, oui, oui. Et il y en a même qui disent, «J'ai eu du mal à me marier, à partir, à quitter la maison parce que, mon amoureux réclamait, mais moi, beh, je traînais les pieds pour quitter la maison et mes petits». Hein, Mm. donc c'est très ancré ça. Après, il y a plein de formes de relations mère-fille, hein. Il y a les relations très fusionnelles, il y a les relations, où il y a pas d'espace, où la mère doit tout savoir, où la fille, rend compte de tout, hein, et puis a ce besoin aussi, hein, c'est dans les 2 sens. Il peut y avoir des rivalités du coup qui peuvent s'installer aussi dans les relations mère-fille. La rivalité, je la vois dans le transgénérationnel, par exemple, quand les mères ont été, frustrées de certaines choses. Frustrées, par exemple, de travailler à l'extérieur, d'avoir un job, d'avoir, la possibilité de alors ça, je le vois bien souvent dans les divorces. Elles disent à la fille, «Non, ne divorce pas, c'est trop douloureux, les enfants, ils vont souffrir», mais elle, elle aurait voulu divorcer. Mm. Et elle ne l'a pas pu parce que l'époque, ça se faisait pas dans le clan, et cetera. Donc il peut y avoir une petite, jalousie, je sais pas si le mot, est un peu fort, mais en tout cas une petite tension parce que la fille ose faire ce que la maman n'a pas pu faire ou aurait voulu mais n'a pas pu, hein. Donc voilà, faites attention dans le clan à toutes ces frustrations, ces injustices du coup parce que les enfants ont le droit et nous, on ne s'autorise pas toujours. Et donc, de génération en génération, l'évolution de la société fait qu'il y a des choses plus faciles maintenant. Mm. Après, il va y avoir la relation, et ça, on le voit souvent. Ah, mais moi, avec ma maman, c'est super, on est deux copines. Ben non, on peut pas être copines. C'est pas possible. Alors, soit la maman ne lâche pas le flambeau, et donc elle veut rester un petit peu bah, dans le move, comme on dit. Soit elle veut tout savoir. Or, c'est à sens unique. Même si la fille a l'impression que la maman raconte beaucoup, et si elle raconte trop, c'est trop. Hein, une maman ne doit pas déverser ce qu'elle vit sur le plan conjugal, par exemple. Et il peut y avoir ce côté où la maman ne va pas tout dire à sa fille. C'est impossible de tout raconter. Et donc, la fille est maintenue, hein, un petit peu en otage, entre guillemets, dans cette relation. Donc, on peut être euh, très dans une complicité, mais on n'est pas copine. Il y a cette relation mère-fille, hein, qui doit, y avec une distance. Et la maman, quand elle devient après grand-mère, doit se retirer petit à petit pour laisser vivre et s'épanouir sa fille. Voilà, c'est ce besoin d'air dans les relations, dans toute relation, mais particulièrement mère-fille. Oui, en fait, il y a un besoin de transmission quand on a un enfant, ça c'est peu importe le sexe. Oui, Et quand c'est une fille, il y a une autre qualité de transmission si on est une femme. Et soit ça va contre ce qui a déjà été vécu, en se disant, moi, je veux surtout pas ça, j'ai eu une mère absente, je vais être très, très présente. complètement. Ou l'inverse, oh, moi, j'ai étouffé, alors je vais donner un peu d'air à ma fille. Oui, Et on peut retrouver des mouvements comme ça qui s'inversent d'une génération à l'autre. ouais. Sans C'est de- souvent chez les petits-enfants d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça va Voilà. chercher les deux qualités de relation à chaque fois. Ouais, ouais. C'est ça. Donc souvent, la grand-mère, elle est très proche des petits-enfants Mm. parce qu'en fait, les petits-enfants, comme ils sont en rébellion avec leurs propres parents, ben, ils se retrouvent sur le même niveau que les grands-parents. On Euh, a, on a une question d'Ingrid qui nous demande quand les relations entre mère-fille sont conflictuelles dès le départ, que faut-il en hmm, comprendre?
Ah oui, oui. Alors, heu, quelquefois, on est téléguidé à avoir un mode de fonctionnement, de relation et moi, j'irais bien voir, quelles sont les relations au-dessus. Comment, si elles sont conflictuelles, elles n'ont pas été pacifiées et on a pris l'habitude d'être dans des relations conflictuelles. Donc en fait, on va peut-être, quelquefois, éduquer, accompagner nos enfants dans le conflit. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Moi, j'avais une dame qui m'avait dit, «Je viens vous voir parce que je parle pas à ma sœur et à ma mère, mais enfin au-dessus, c'est pareil et au-dessus encore, c'est pareil. Donc c'est normal?» Ben non, c'est pas normal et il faut aller dénouer le 1er, cas qui s'est présenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'avais vu une fois où mère et fille étaient conflictuelles, c'était au niveau aussi de la grand-mère, on était remonté, et la grand-mère, elle avait capté l'enfant de sa fille. Capté dans le sens où elle avait voulu l'aider à l'éduquer. La fille avait un travail très prenant, et donc ben, la grand-mère s'était autorisée à éduquer la petite fille, donc elle l'avait un petit peu boycottée. Elle Mmh. avait ignoré la fille qui devenait mère. Donc là aussi, est-ce que votre mère a passé le flambeau? Quand vous êtes devenue mère, vous vous mettez à égalité et il y a toujours la relation mère-fille, mais quand même, on est après 2 mamans avec des enfants. Donc on est plus ou moins à égalité. Et là, il y a très peu de grand-mères qui acceptent, hein. Il y en a même qui veulent surtout pas qu'on dise qu'elle est grand-mère, mamie, ils veulent surtout pas ces mots-là. Voilà, hein, il va y avoir cette transmission aussi. Alors les répétitions de conflits, hein, il y en a pas mal, il y a pas mal de tensions. Il peut y avoir aussi, est-ce une fille a été conçue hors mariage? Auquel cas, au-dessus, ça peut créer des tensions. C'est l'enfant de la faute. Et donc, voilà, il peut y avoir un conflit larvé comme ça qui va circuler aussi, hein. Donc l'important, c'est essayer de remonter à pourquoi, à la source. Ce qui me vient, Ingrid, aussi, c'est que si c'est conflictuel dès le départ, c'est que c'est pas lié à la personne. Et dans tout ce que dit Hélène, dans tous Ah les oui, exemples qu'elle donne, c'est pas l'individu, c'est-à-dire l'enfant, la petite fille qui est remise en cause, c'est vraiment la mère qui, en fait, dans cette relation-là qui s'installe et dans le rôle qu'elle a à jouer à ce moment-là de sa vie, elle est en train de rejouer malgré elle des comportements ou des dysfonctionnements qui vont créer le conflit. Mais je pense que c'est important d'observer que du coup, ça ne peut pas être lié à la fille, puisque c'est dès le départ, qu'elle n'est pas constituée encore comme la oui. femme qu'elle sera, etc. Je pense que c'est bien d'observer ce petit pas de côté, à mon avis. Alors, ça peut être aussi une fille qui ressemble au papa, Ouais. qui ressemble à la belle-mère, qui ressemble à la sœur du père et qui n'est pas tellement acceptée par la maman. Il peut y avoir des traits de caractère, de comportement, une voix qui rappelle des mauvais souvenirs ou des relations tendues. Et donc, la fille va cristalliser aussi ce côté-là. Hmm. Donc, il faut voir aussi dans les relations mère-fille comment la belle-mère, comment la belle famille est acceptée. Parce que la fille, elle est au carrefour des 2 lignées et forcément, elle va être en loyauté avec les 2 lignées. Et si, par exemple, la maman n'aime pas toute la belle famille, bah, la fille, elle est en conflit de loyauté. Elle n'ose pas. Et pourtant, elle adore la grand-mère paternelle. Mais comment le dire? Elle peut même porter des prénoms issus des 2 grands-mères. Et si, il y a conflit voilà, dans les 2 lignées, ben, ça se transporte après sur les enfants et particulièrement la fille aujourd'hui. Lydie nous partage que pour sa part, elle a identifié beaucoup de jalousie de sa mère vis-à-vis de sa vie, de ses choix. Alors, la jalousie, Ouais. Alors c'est c'est un quoi? mot qu'on n'utilise pas, Hmm. qu'on commence à utiliser et à voir dans certains livres sur les enfants de l'autre, dans les familles recomposées, les beaux enfants, voilà. Et c'est humain la jalousie, c'est un sentiment d'insécurité affective. Donc en fait, euh, on peut être, euh, on peut être jalouse de notre fille qui a l'attention, par exemple, de son papa. On aime notre fille, on aime son mari, mais
on est jalouse de leur relation parce que dans l'enfance, on n'a pas eu ça Mmh. et on a manqué. Donc toutes les frustrations de ces femmes sont à vraiment à explorer finement parce qu'il y en a plein en fait. Et cette jalousie, elle peut, c'est plus fort qu'elle en fait. Par exemple, on le voit beaucoup dans les familles recomposées, l'attention que notre compagnon peut porter à ses enfants peut nous rendre jalouses parce qu'en fait, nous, on aimerait être à leur place. Peut-être que nous, dans notre enfance, on n'a pas eu ça. Et donc, il va y avoir hein, cette transposition. Donc, Mmh. les frustrations de nos mères, elles sont énormes. Elles ont voté en France après la guerre, 46, 47, 46, je crois. Elles n'avaient pas le droit de conduire. Elles n'avaient pas le droit d'être autonomes financièrement. Elles ont signé les chèques tardivement. Il fallait l'autorisation du mari. Elles ne pouvaient pas ne pas avoir d'enfants. Elles auraient voulu rester célibataires. Elles n'ont pas eu le choix. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de voir qu'on leur met en scène tout ce qu'elles auraient voulu. Mmh. Aller au cinéma, aller avec les copines, faire, un resto, eh bien, voilà, c'est compliqué. Hein, il y a des mamans qui demandent l'autorisation. «Est-ce que je peux?» Parce qu'en fait, elles n'ont pas été habituées à ça. Donc on met en scène ce qu'elles désirent et ça peut être, une piste à explorer pour la jalousie. Mmh. On arrive presque au terme de la première demi-heure, donc vraiment n'hésitez pas soit à lever la main si vous voulez prendre la parole, soit à nous écrire dans le chat, que ce soit une question ou un témoignage. Et moi, j'aimerais bien en profiter juste pour vous parler d'une donnée supplémentaire. On en parlait avec Hélène aussi avant ça. On parle de la transmission des mères, que ce soit des comportements, des attitudes. On parle évidemment de ce qui est défaillant. Il y a aussi tout le reste aussi qu'on ne nomme pas mais qui est là. Comment la mère nous transmet la relation au féminin, à la maternité et tout ça. Mais il y a aussi un truc incroyable qui est les influences épigénétiques qui nous sont transmises. Une mère, en général, j'avais envie de vous donner un exemple de l'histoire, en fait, hein, véritablement, d'une psychologue américaine qui s'appelle Rachel Yehuda. Je m'excuse si je prononce mal son prénom. C'est une neuroscientifique, je pourrais vous écrire le nom si vous le souhaitez, qui a en fait fait une étude sur les survivants de l'Holocauste. Elle a déterminé qu'évidemment, les personnes qui ont vécu l'Holocauste, donc on parle bien des mères ici, je ne parle pas de la mère avec son enfant, je parle d'une femme qui deviendra une mère plus tard. Une jeune femme qui se retrouve dans les camps va évidemment développer un syndrome de stress sécréter ce qu'on appelle du cortisol, hein, une hormone très forte. Et là, déjà, la première intention, c'est de dire que dans le corps, le cortisol va s'installer et va déterminer ensuite des comportements, des maladies, des faiblesses physiques, organiques. Mais, et surtout, ce qu'elle a déterminé à travers ces années d'études et le rapport qu'elle a sorti, c'est que les enfants qui vont arriver par la suite vont eux aussi porter cette défaillance par rapport au cortisol. Ça va se situer dans l'hypophyse et il y aura quelque chose qui va, alors c'est pas qu'ils vont sécréter l'hormone de cortisol de manière importante, mais il y a une défaillance, une faiblesse par rapport à ça. Et donc toute la génération qui a suivi ces femmes qui sont devenues des mères après l'Holocauste, les enfants sont des personnes qui ont été hypersensibles à tous les syndromes de stress post-traumatique et stress type dépression, burn-out et j'en passe. Donc il y a vraiment quelque chose, on en parle souvent dans le psychocorporel, les cellules engramment aussi Mmh. l'expérience, le vécu de la mère, bien au-delà de ce que l'histoire nous raconte. Je ne vous parle pas du partage de la mère auprès de sa fille. Je vous parle de la biologie d'une maman qui, des années plus tard, transmet aussi une partie de sa biologie. Voilà. Alors, ces transmissions, elles sont pas que liées aux mamans, hein, mais Absolument, particulièrement les mamans, absolument. puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, hein. Complètement. Mais Et, effectivement, c'est important que tu le dises, c'est pas que les mamans. Oui. ouais, parce que et le taux de cortisol, d'autres scientifiques ont vu qu'il était plus important chez les personnes descendantes de traumatismes très importants. Oui. Alors, ça ne concerne pas que les filles, Karine, non plus.
Ah ouais. Ça concerne tous les Bon. descendants qui, certains seront impactés, d'autres pas, parce que c'est pas leur mission de vie, hein. Mais c'est très important, hein, de toutes ces transmissions inconscientes d'histoire qu'ils ne savent pas d'ailleurs. Mm. Ouais. Ouais. Oui, parce que là, on parle de l'Holocauste, mais effectivement, Mais complètement. voilà. Dans les clans où il y a eu le manque, il y a des études qui ont été faites, le manque, la faim. Donc, suite aux guerres, par exemple, il y a eu des études de fait sur le foie. Parce que le foie, c'est l'organe qui peut parler des manques. Et dans les clans où il y a eu le manque, le foie chez les descendants, même s'ils n'ont pas manqué, eux, est plus gros. Comme s'il fallait stocker un peu plus. Et le foie dans les clans où il n'y a jamais eu le manque est normal. Voilà. Hein, Comme un donc, toutes garde, nos... comme un grenier. Oui, voilà, exactement. Voilà, exactement. Mm. Ouais, Mm. ouais, ouais. Hein, donc, c'est important. Donc, ça veut dire que toutes les histoires non solutionnées, Mm. non parlées, non évoquées émotionnellement, hein, c'est surtout ça, hein. On peut raconter de façon distancée l'histoire, mais si c'est pas avec l'émotion, ça ne fonctionne pas, ça casse pas, hein, la répétition. Mm. Voilà, et là, l'épigénétique, elle prend le relais à ce moment-là. Ah oui, c'est extraordinaire. Enfin, c'est Ouais, incroyable de réaliser jusqu'où va la transmission, bien au-delà de ce qu'on ouais, raconte, voilà, l'arbre, il est fait de ça aussi. C'est fou, quoi. oui, Fou, fou. ouais. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer ou partager quelque chose? Je fais juste un tour. Alors, est-ce que l'hypersensibilité, dont on parle beaucoup à l'heure d'aujourd'hui, absolument, pourrait être la conséquence d'un vécu très stressant d'un ancêtre, voire directement de la mère? Mm. Alors, Moi, cette hypersensibilité, moi, je dirais oui, hein. ouais, Toi aussi. complètement. Ouais, Ouais, oui, en fait, on a mis un mot sur quelque chose qui, à mon avis, existe depuis la ouais, nuit des temps. Il n'y a pas de raison. ouais, Aujourd'hui, ouais. ben, on a mis une paire de lunettes un peu plus affûtées là-dessus. Et oui, probablement, puisque, en tout cas, il y a forcément l'hypersensibilité. Moi, si je devais la raconter autrement, ce sont des antennes d'hypervigilance aussi, quand même. Ouais. Et donc, cette hypervigilance, elle vient raconter une insécurité qui s'est racontée à un moment, peut-être pas dans la vie de la personne, peut-être dans la vie des ancêtres, comme on vient de le nommer tout à l'heure pour l'étude dont on a parlé. Ça peut, ça peut. Je sais pas ce que C'est tu des en penses. personnes qui sont à l'affût de toutes leurs émotions, parce qu'elles sont débordées souvent par leurs émotions. Et l'émotionnel, il faut voir qu'aujourd'hui, on en parle un peu plus facilement, même si dans les familles, c'est pas suffisamment encore exploré, hein, mais on donne l'accès aujourd'hui aux enfants. Autrefois, ça ne se faisait pas. Ils pouvaient endurer des choses très, très lourdes, des deuils, des colères, des injustices, sans dire un mot. Et rester enfermés avec une cocotte minute prête à exploser, qu'ils transmettent de génération en génération. Moi, je dirais que l'hypersensibilité, elle vient à point nommé pour faire ouvrir et tourner le petit bitonio de la cocotte minute. Mm. C'est un point de vigilance des clans. Il y a un besoin aujourd'hui dans les générations de ces personnes qui sont sensibles, peut-être trop, parce qu'il n'y avait pas assez justement de mise en émotion au-dessus. Mm. Et puis auparavant, on disait, ah mais dis donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle est sensible. Et ça Oui, sous-entendait socialement qu'elle était fragile. oui, Ah, vous savez, ma femme, elle est sensible, sous-entendu, il faut la préserver. Alors que maintenant, quand on nomme que quelqu'un est hypersensible, ça sous-entend qu'on peut s'en occuper ou faire apprendre à faire avec. C'est oui, comme une autorisation d'écouter ses émotions. Je trouve ça merveilleux. C'est une très oui, belle pensée. Mais oui. aujourd'hui, on peut se dire hypersensible. Ça ne veut pas dire qu'on est fragile. Ça veut dire qu'on a une paire de lunettes sur le monde, Hmm, plus connecté aux émotions peut-être que le voisin. Ça peut. hmm, Hmm. hmm. Alors, Ingrid, le vouvoiement, dans certaines familles, c'est pas forcément une relation dure. Ça s'installe dans certaines familles, il y a un noble ou pas noble d'ailleurs, où il peut y avoir un respect. Alors, tout dépend comme c'est vécu, hein, mais moi, j'ai pas forcément vu la dureté dans les relations. Il y a une distance, certes, on montre pas l'affectif peut-être. Voilà, c'est tout, hein, ça maintient une distance, mais c'est pas forcément violent.
Voilà, c'est juste. Mmh. Pourquoi une mère peut ne pas avoir envie d'avoir une fille? Qu'est-ce qui s'est passé pour une fille dans le clan? Si c'est souffrant, j'ai pas envie d'avoir une fille, moi. Si moi, mon enfance ou dans mon clan, il y a eu des femmes violées, mortes en couche, abusées, ou bref, voilà, eh bien, j'ai la crainte d'avoir une fille. Donc là, je donne des exemples extrêmes, mais est-ce elle voudrait empêcher son enfant d'avoir une souffrance qu'elle a perçue, elle, qu'elle n'a peut-être pas forcément dit? Ça peut être lié à ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour les filles dans le clan? C'est bon d'aller s'interroger. Une Mmh. fille ou une femme? On a une. Bonjour, vous dites qu'il faut explorer un passé souvent douloureux dans le cas de relations conflictuelles. Mais si la fille ne veut pas discuter, avec qui il faut explorer ce passé? Alors, moi, ce qui me vient là déjà, c'est que c'est surtout pas avec la fille qu'il faut discuter. C'est-à-dire là, on est en train de travailler notre arbre. Vous vous occupez de ce qui est en train de se passer pour vous et d'aller chercher dans le passé. La fille aura son travail à faire par la suite. Hélène le dit souvent d'ailleurs, ça, hein, de dire c'est pas à nos enfants Oui. à porter notre histoire. Donc, avec qui il faut explorer ce passé? Ben, avec soi et soi, avec l'arbre, avec les souvenirs, avec la mémoire. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, Hélène, de ça? Ça voudrait dire que elle refuse ce dialogue-là avec la maman ou avec tout le monde. C'est intéressant de voir contre qui elle ne veut pas, Ouais. euh, à qui elle ne veut pas adresser de la parole. Et puis, en insistant, souvent, on braque. Et donc, il vaut mieux lâcher, faire son petit travail dans son coin avec d'autres personnes. Et puis, petit à petit, eh ben, l'enfant, la fille, l'entourage, eh bien, revient. Parce qu'en fait, on aura lâché un peu la pression en disant, bah, OK, hein, je Mm, me tourne vers d'autres personnes. En tout cas, nos enfants ne sont pas nos thérapeutes ni nos confidents. mm, Jamais. Ils n'ont pas à savoir ce qui s'est passé dans notre couple, notre histoire, oui, mais pas les disputes, les tiraillements, etc., où on les prend un petit peu à partie parce qu'eux, ils sont en loyauté avec les deux branches, hein, donc c'est compliqué pour eux. mm. Mm. Alors, je pense que c'est réactionnel à mon avis que tu veux dire, car une hypersensibilité, ça me fait penser à ma fille de 12 ans qui est très réactionnelle au quotidien. C'est compliqué pour moi car j'ai été très déconnectée de mes émotions pendant très longtemps. Est-ce une explication possible de nos relations complexes de compréhension? Probablement, oui, parce que là, on a deux énergies, une qui est très feu, qui a besoin, si elle est réactionnelle, eh ben, elle a besoin que ça réponde en face, hein, et pour peu que de l'autre côté, ben, il y ait une déconnexion des émotions, c'est ce qu'elle vient chercher. Là, on est complètement Mm. dans nos enfants qui sont nos éponges et qui viennent nous chercher dans nos failles les plus intimes, hein. Et moi, pour Ouais. moi, là, j'entends une antenne de l'enfant qui voit, qui a besoin de se reconnecter aux émotions. Alors, ne prenez pas non plus tout pour vous, Bien c'est-à-dire sûr. qu'ils viennent réagir par rapport au clan aussi, à toute Mm, l'histoire. Hein, par exemple, toutes les personnes qui ont migré dans nos arbres, qui ont dû quitter en urgence des maisons, des amis, voire des amoureux, quand ils arrivent dans le pays d'accueil, ils ne peuvent pas parler de leurs émotions. Ils n'ont pas le temps et ni l'énergie. Ils parlent boulot, toit, argent. Ils vont chercher comment élever au mieux les enfants. Et donc, les émotions, pendant une ou deux générations, elles sont bloquées. Et ensuite, les descendants peuvent être dans un excès d'émotions parce que pendant deux, trois générations, ben, c'est tout resté coincé. Donc, on peut avoir des débordements émotionnels, des, euh, des filles qui sont extrémistes dans le féminisme, etc., qui viennent justement soigner toutes les femmes du clan sans le savoir en fait, hein. mm, Donc, les débordements émotionnels, elles ne sont pas forcément liées à papa-maman. Alors, bien sûr, on est les bons punching balls pour nos enfants, ça c'est sûr, mais il ne faut pas non plus tout prendre pour soi. C'est peut-être aussi en réaction avec tout ce que nos ancêtres ont vécu, qu'ils ne mm, savent même pas, nos enfants, hein, quelquefois, mais voilà, qu'ils ne connaissent pas, mais c'est comme ça, hein. mm. Mm. Tout à fait. Bien souvent. Tout à fait.
Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, s'exprimer? Alors on peut avoir, il y avait un point aussi que je voulais aborder, c'était on peut choisir le même type d'homme. Par exemple, on a souvent vu une fille qui choisit un mari qui va devenir alcoolique alors que le père est alcoolique. Et elle, cette enfant, elle a baigné dans cette ambiance-là où la maman a fait comme elle a pu pour gérer cette dépendance et cette codépendance du coup. Et l'enfant, on pourrait croire que, ben, en fait, il va fuir tout ce qui est alcool parce qu'il en a bavé quand même. Eh bien, quelquefois, dans la relation mère-fille, on le voit, c'est un peu comme si, ben, maman, t'as pas pu soigner mon père, eh ben, peut-être que moi, je vais soigner mon mari. Peut-être que je vais faire mieux que toi. Ou je comprends mon mari parce que vu que j'ai vu mon père vivre ça et toi avec, eh ben, je vais faire comme toi. Donc, il y a une rivalité, mais aussi une répétition. Je suis comme toi. Je suis bien votre fille. Mmh. Hein, donc, on peut rentrer, donc je parle de l'alcool, mais ça peut être la violence, ça peut être mon père, ma mère est toujours en colère, eh bien, je vais choisir un mari qui me met en colère, et comme ça, moi, je serai toujours en colère comme ma mère. Hein, donc, on peut valider des choses comme ça inconsciemment. Et ça se transmet beaucoup, ça, hein, beaucoup. Mmh. Oui, il y a vraiment ce qui se répète inconsciemment. Il y a ce Oui, qui se répond en contre, oui, tout à fait, qui est tout à encore en fait. train comment je peux dire ça? De travailler sous influence, en fait. On est Oui, encore sous l'influence de on est là. dans la comparaison. Voilà. Et Ouais, le chemin étant d'aller chercher quelque chose, un choix de vie, un choix de mari ou de travail ou je ne sais quoi, ouais. qui soit complètement décorrélé de l'histoire de... Complètement. Ouais, Mm. ouais, Pour retrouver ouais, ouais, sa ouais. liberté Pour par rapport à... trouver. On prend ce qui est bon pour nous dans l'arbre et puis on refuse ce qui n'est plus bon pour nous et on continue notre chemin. Hmm. Mm. Comment casser ce schéma dont tu viens de parler, car en avoir conscience ne suffit pas. Et non. En avoir conscience, on raconte l'histoire. OK. Et comment casser le schéma, le processus, c'est vraiment rentrer dans l'émotionnel. Alors, on ne connaît pas forcément nos ancêtres, hein, vraiment, mais on peut deviner ce qu'ils ont pu vivre. Mm. Quand moi, je me mets dans la tête d'un un Italien qui quitte l'Italie tout seul à 17 ans, et il traverse la frontière et il va travailler et il fait, voilà, et il se marie, etc. Voilà, les émotions, elles viennent. On se Mm. met dans le contexte et on peut deviner quelles sont les émotions. Et moi, en ricochet, deux, trois générations après, je peux porter un excès d'émotions qui appartenait à mon grand-père. Donc, on casse le schéma en balayant un petit peu tout ce que nos ancêtres ont vécu, et puis en racontant l'histoire, et ne jamais oublier les ressentis. Mm. C'est ce qu'on défend beaucoup avec Hélène. C'est effectivement, c'est important de comprendre et de comprendre avec le cerveau ce qui s'est passé, qu'on est Mm, en train de faire là, de comprendre des concepts et des principes. Et il y a un moment, effectivement, Karine, il y a un moment, il faut aller se mettre en route sur un plan émotionnel. Alors, ça demande, c'est une démarche, hein. mm, Ça peut être avec des consultations, avec des stages. Enfin, il y a des pratiques, notamment psychocorporelles, à expérimenter pour justement aller visiter ce truc-là. Et comme le mm. dit si bien Hélène, on sait. On sait. Alors, on ne sait pas la petite histoire qu'on nous a C'est racontée. ça. Le Oui, corps et les cellules savent ce qu'il convient de bouger ou de garder. oui, oui, Donc, oui. faut avoir D'ailleurs, confiance. en racontant l'histoire, on peut avoir mal au ventre, on peut Ouais. se mettre à pleurer, on peut avoir un serrement de gorge. Il y a des symptômes dans le corps qui nous font dire ben, les cellules ont capté l'histoire et ont cette mémoire. Ouais. Hein, donc, c'est en extériorisant tout ça, en le disant, tout Mm, simplement, oh là là, j'ai mal au ventre, ce que vous venez de dire ou ce qu'on vient de dire là, et on va aller un petit peu plus loin pour justement nettoyer, entre guillemets. mm. Claire qui nous dit, j'ai remarqué que je pleurais tout Ben le temps voilà, quand je vois des films racontant l'exil, le déracinement c'est et là, ça, ouais. c'est ça. Et bien souvent, quand on est comme scotché à ce genre de film,
C'est vraiment comme si on ne pouvait pas lire autre chose, voir d'autres films, parce qu'en fait, il faut qu'on harmonise, qu'on nettoie, c'est peut-être notre rôle dans ce clan-là. Mmh. Donc, faites attention à tout ce qui vous attire comme centre d'intérêt ou histoire. Mmh. Parce que voilà. Alors, Flo, l'hypersensibilité suite à des déracinements des descendants, des ascendants, oui, ça peut être un peu voilà, une piste pour cette hypersensibilité. L'idée, c'est peut-être d'aller contacter l'émotion des ancêtres, le déracinement, qu'est-ce qu'ils ont vécu, la peur. Faut pas oublier les voyages. Euh, Autrefois, on savait qu'on ne reviendrait pas. En tout cas, pas de longtemps, en fait, hein. Il n'y avait pas beaucoup de trains, pas beaucoup d'avions, etc. Donc, il y a des personnes qu'on savait qu'on n'allait pas revoir. Ça, il faut pas l'oublier, les deuils des relations. Mmh. Et donc, il va y avoir ce travail-là à faire. Et puis, peut-être que ça peut atténuer certaines émotions fortes après chez vous. Mmh. Alors c'est vrai que les films ou les documentaires historiques, par exemple, mais Ouais. même un film, même une fiction, effectivement, Ah oui, ça peut être une première intention pour justement contacter l'émotion qui va avec ça. Ça peut être un frisson aussi, hein, c'est pas toujours des larmes ou des choses comme ça, mais de oui, dire, moi j'ai souvenir d'un monsieur qui était fasciné par les prisons. Dès ah qu'il y oui, avait un film sur les prisons, un livre, etc. Et il me racontait qu'un jour, il était rentré dans un endroit où il y avait une fausse cage, prison, un cachot, quoi, où on pouvait rentrer pour faire l'expérience. Et il avait été pris de frisson. C'est quelqu'un de très pragmatique, hein, donc voilà, il y a quelque chose avec ce sujet-là, en tout cas, qui ouais, se pour lui, c'est quelqu'un qui est jamais allé en prison ni quoi que ce soit, hein, mais euh, ouais. ce serait intéressant à creuser. Mm. Oui, 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 oui. Oui, Mm. oui. Comment rentrer en contact avec nos ancêtres? Ben déjà par l'intention, le cœur, leur parler. Même si on les a jamais rencontrés, c'est voilà, on peut leur écrire et ça c'est un rituel très fort, Mm. très magique. Déjà ça, leur dire aussi que en fait euh, ils ont vécu comme ils ont pu. C'était leur histoire. Ça peut être triste, ça peut être douloureux, mais en aucun cas, nous, les descendants, nous devons porter leur Mm. histoire. Leur dire que ben, ça, c'est leur histoire. Moi, je continue mon chemin et je décide à partir d'aujourd'hui de ne plus porter vos émotions, vos peurs, vos craintes, etc. Mm. Ça, c'est à faire et à refaire et à refaire, bien souvent. Et, Que et, faire Ah oui, et ça peut se ritualiser pour ah acter oui, le sujet. Dans oui, notre stage, d'ailleurs, on le fait, hein, on rentre en contact avec oui, les ancêtres, avec la possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent. Il n'y a jamais d'obligation, parce qu'il y a un moment pour ça dans la vie, avec la possibilité de, justement, en rentrant en contact, de, de pouvoir tourner une page si le moment est venu, ou en tout cas faire ce qu'il y a à oui. faire. C'est très Un peu bénéfique, c'est plus, très libérateur. ouais, 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 ouais. ouais. Alors Bruno, que faire quand le lien entre la mère et la fille ne se fait jamais? Bien, peut-être que c'est pas dans cette vie-là, je dirais. C'est triste, hein, et il peut y avoir une attente du regard maternel ou du regard paternel ou des deux d'ailleurs, toute une vie. Et peut-être que, voilà, malgré toutes les actions faites, etc., ben, c'est compliqué et difficile. Donc il peut y avoir aussi, moi je me mets au niveau de l'incarnation. Voilà, quand c'est hyper compliqué et que ça reste comme ça. L'âme, peut-être de la fille, a décidé de s'incarner pour vivre quelque chose de difficile avec la maman. Peut-être. Et puis la maman aussi, peut-être. Voilà, c'est ça. Mais il y a quelquefois des impossibilités. Alors, il y a une chose qui peut fonctionner aussi, c'est que au lieu de toujours travailler sur la maman, voilà. Ah, je voudrais que ma mère, ça aille mieux, que ça aille mieux, ou avec ma fille, que ça aille mieux, que ça aille mieux. Lâchez, et puis peut-être que dans votre entourage, vous avez des personnes de l'âge de votre mère ou de vos enfants avec qui c'est fluide. Donc c'est bien que, en fait, ça peut fonctionner avec d'autres personnes qui ne sont pas de sang, et ça restaure, ça répare, parce que ça rassure aussi, ça positive. Voilà. Mm. Euh,
l'idée, c'est qu'on n'est pas nul dans ces relations. On n'est pas nul. Mais c'est que quelquefois, on peut avoir une non-accordance qui se fait. Alors, il y a dans un livre le mot non-accordance ou désaccordance. C'est un livre qui est très ancien, Les renoncements nécessaires, de Judith Viorst, Viorst. Et elle parle dans un petit chapitre que, en fait, il n'y a pas d'obligation à aimer son enfant pour une maman et vice-versa. Quelquefois, on a beau tout essayer, ça fonctionne pas. Ben voilà, hein. Donc, il peut y avoir des incompatibilités d'humeur, comme on peut avoir avec les amis, avec les conjoints ou avec les employeurs ou autres. Ben voilà. Alors, c'est douloureux quand ça se passe dans la sphère de sang, mais ça peut exister aussi. Voilà. Alors, je pense que quand on lâche pour se dire, ah bah, tiens, je me nourris d'autres relations, bah, peut-être que ça peut aider les enfants à revenir ou les parents. Ça peut renouer. Ben voilà, parce qu'on a lâché la pression, peut-être. Oui, et puis une relation mère-fille, il y a la relation mère-bébé, mère-enfant, mère-adolescente, mère-jeune femme, mère-femme, Oui, mère-maman, grand-mère-mère. Il y a plusieurs périodes dans une relation. Comme oui, dans un couple au long cours, on parle d'une relation à l'échelle d'une vie, hein, tout à jusqu'à ce fait. qu'une des deux ne soit plus là. Donc il y a le temps aussi d'utiliser cet adage qui est quand même aussi parfois joli de dire que le temps aussi permet de temps en temps de vivre d'autres choses. Il est Oui, possible peut-être, Bruno, qu'un jour ça se fera. Et en même temps, là où Hélène a complètement raison, c'est que peut-être ne pas attendre, ça se fait ou pas. ouais, c'est ça. Il y a des C'est ça. périodes, il y a des périodes Oui, de vie aussi. Mm. oui, oui, oui. Et un jour, il peut y avoir un cadeau comme ça, voilà. Mais notre entourage, les personnes de notre entourage ou même au-delà, hein, ils sentent la pression. Hein, c'est la maman qui veut voir sa fille à tout prix. Eh ben, la fille, elle se sent piégée, même si elle est à 10 000 kilomètres. Donc, il y a aussi cette impossibilité de vivre aussi chacun sa vie. Hein. Donc, ouais, faut Mm. pas forcer les choses. Ouais. Voilà. Voilà. Plus on rentre en résistance et plus c'est compliqué et douloureux. Alors, c'est facile à dire, hein, je sais, certains jours, ça peut être très compliqué à vivre, hein. On solutionne au cas par cas, petit à petit, chacun, voilà, hein, chaque jour quelque chose. Voilà. Mm. Le mois Ah, j'entends parler peut-être, non? Le mois dernier, on a parlé d'une thématique qui est super, que si vous l'avez raté, vous pouvez avoir le replay hein, sur YouTube, sur le syndrome du jumeau survivant. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, cet après-midi avec Hélène, là, de 2 heures de 2h30 à 4 heures, on propose un atelier, un workshop de travail en ligne sur la thématique du syndrome du jumeau survivant où on va parler un petit peu des principes avec un groupe restreint. Et ensuite, on fera une visualisation guidée pour vous permettre peut-être d'expérimenter avec votre histoire quelque chose. Donc voilà, si vous voulez vous joindre à nous, on va vous envoyer le lien dans quelques minutes. Tu veux bien prendre un petit moment, Hélène, juste en quelques mots pour parler de ce syndrome si les personnes n'étaient pas avec nous le mois dernier? Oui, oui, oui. On parlera des jumeaux perdus dans le ventre de la maman. Des jumeaux qui sont secrets, c'est-à-dire personne ne le savait, ni la maman, ni l'entourage, ni les médecins n'ont pas voulu voir ou pas vu. Et, euh, et des jumeaux euh, disparus parce que la grossesse, pour eux, s'est mal passée, hein, donc ça peut être ça. L'enfant qui naît est en deuil, et avec des particularités dans le comportement qui vont se révéler tout au long de la vie, et surtout dans les relations. Donc, on évoquera ces relations qui peuvent être douloureuses et difficiles pour les engagements pour eux. Hmm. Donc ça, c'est pour vous retrouver tout à l'heure. Si vous souhaitez vous joindre à nous en juillet pour le stage que nous proposons, Dialogue avec le clan, eh bien, vous êtes les bienvenus. On passera 2 jours ensemble à travers l'exploration de votre arbre de manière individuelle avec Hélène et avec un groupe. Et puis, on explorera aussi les émotions qui sont liées avec ça et
on s'en occupera en fait, hein, de ces émotions. Là, on va les libérer. Ouais, on va danser avec elle. Mmh. Et puis, donc ça, c'est pour le stage. Qu'est-ce que j'oublie, Hélène? J'oublie peut-être quelque chose. Je sens que j'oublie un truc ou pas? Et ben autrement, si le groupe ne convient pas, c'est en consultation Oui, individuelle. voilà, Voilà, c'est ça. On vous c'est reçoit possible avec joie. aussi. Et ouais, Hélène en consultation pour explorer l'arbre. Moi, je propose des consultations en hypnose pour aller visiter soit l'histoire en régression ou bien une problématique liée à cette histoire émotionnelle. Voilà, donc vous avez plusieurs manières de creuser tout ça. Alors, il n'y aura pas d'autres ateliers sur la thématique du jumeau survivant pour l'instant, à part celui de cet après-midi, Lydie. Et il n'y a pas de replay sur les ateliers. Les ateliers, c'est Hmm, vraiment entre nous. Mm. Ben, voilà. un grand merci en tout cas. Merci, Merci pour merci. ce temps partagé. Et juste pour clôturer, une mère doit accepter que sa fille soit heureuse sans elle et pas grâce à elle. Parce que Mm. grâce à elle, ça met un pouvoir aussi. Il n'y a pas que la mère qui fait la fille, il y a le papa aussi, et il y a tous ses ascendants au papa aussi. Voilà. Donc lâchez. D'ailleurs, il y a un livre, hein, je crois, Lâchez vos filles, Libérez vos filles. Mère, libérez vos libérez filles. vos filles. Voilà. Avec un point d'exclamation, s'il vous plaît. Ah, un grand merci. On se retrouve Merci. bientôt. On vous écrira pour vous parler des prochains rendez-vous. Peut-être à tout à l'heure pour ceux qu'on voit, celles et ceux qu'on voit de l'autre côté. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Au Merci. revoir. Merci. Merci.